Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence. Soyez les bienvenus pour ma première conférence de presse comme secrétaire général de l'enseignement catholique. J'ai un peu peur de vous décevoir dans la mesure où je ne viens pas ce matin vous présenter un programme. Un secrétaire général n'est pas désigné par les évêques sur un programme, mais les évêques l'appellent à une mission. Cette mission qui se situe dans la continuité de celle de mon prédécesseur, Pascal Balmant. Dans l'enseignement catholique, nous inscrivons nos orientations dans un temps long, convaincus avec le pape François que le temps est supérieur à l'espace. Il m'appartient donc de mettre en œuvre les orientations votées par le Comité national de l'enseignement catholique en juin dernier, orientations que vous avez sur vos tables, qui nous invitent à vivre pleinement la responsabilité en partage, en nous engageant pour une école de l'hospitalité, une école de l'explicitation, du décloisonnement et de la participation de tous. Dans cet esprit, quelle est la situation de l'enseignement catholique en cette rentrée? Quelles sont les orientations et perspectives pour l'année en cours? Tout d'abord, nous voulons une école pour l'accueil de tous, avec une attention particulière pour les plus fragiles. L'accueil de tous n'est pas un slogan, mais bien une réalité que nous essayons de vivre au quotidien, car cet accueil de tous est au cœur du projet de l'enseignement catholique, dont la source est, je vous le rappelle, l'Évangile de Jésus-Christ. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, l'entre-soi n'est ni la solution, ni notre vocation. Il y a là, je crois, un enjeu sociétal majeur. Et nous croyons que faire vivre ensemble des élèves qui ont des facilités scolaires, avec des élèves qui éprouvent plus de difficultés, des jeunes d'origine sociale, culturelle ou religieuse différentes, est une chance pour chacune et chacun qui leur permet de faire fructifier leurs talents, de découvrir leur propre chemin d'excellence et contribue ainsi à la construction d'une société plus fraternelle. Si chaque jeune qui nous est confié a autant de prix à nos yeux et doit être accompagné avec le même désir de l'aider à se construire intellectuellement, humainement et spirituellement, nous devons toujours avoir une attention particulière aux plus fragiles. Aussi, nous poursuivons notre engagement en faveur de la mixité sociale et scolaire. Je vous rappelle, parce qu'on dit on n'en fait jamais assez, mais je vous rappelle quand même que depuis 10 ans, 1300 emplois ont été affectés à des établissements qui ont des projets porteurs de mixité. C'est ce que nous avons fait en cette rentrée, en faisant le choix, dans un contexte budgétaire contraint, de redéployer 96 postes en faveur de notre plan pour les réussites. Ces postes ont permis, pour 17 postes et demi, ont permis la mise en place de dispositifs d'aide aux élèves à besoins éducatifs particuliers, comme à Marseille, par exemple, où nous avions mis en place, où un établissement a mis en place des passerelles, lycée professionnel, lycée technologique, pour faciliter l'accès en BTS. 22 postes ont été consacrés pour l'ouverture de classes ou d'établissements, comme à Clichy-la-Garenne ou à Villejuif, dans des lieux où il y a une véritable mixité sociale. 14 postes ont été consacrés à l'ouverture du P2A et des dispositifs d'accueil de migrants, accueil de mineurs non accompagnés ou de jeunes allophones à Saint-Barthélemy, Lille et Paris, par exemple. Et enfin, 42,5 postes ont été consacrés à l'ouverture du LIS. Notre politique en faveur d'une plus grande mixité sociale et scolaire s'en trouve donc renforcée, ainsi que l'accueil dès la maternelle des enfants et des jeunes en situation de handicap. Nous nous réjouissons que l'obligation scolaire soit ramenée à 3 ans, en particulier pour ces enfants. Nous ne mesurons pas toujours la souffrance des familles,
et la difficulté que les familles rencontrent pour inscrire leurs enfants qui souffrent d'un handicap dès l'âge de 3 ans. Je crois que c'est une chance pour eux, mais je pense aussi que c'est une chance pour tous les enfants qui vont fréquenter dès le plus jeune âge d'autres enfants différents. À cet âge-là, les enfants n'ont pas de préjugés. C'est une chance pour toute la communauté éducative. Mais cet accueil de jeunes en situation de handicap ne peut pas s'improviser. Pour favoriser cet accueil, cela nécessite la poursuite de la transformation progressive des AVS, auxiliaires de vie scolaire, en AESH accompagnant d'élèves en situation de handicap. Nous demeurons attentifs à ce que cette mise en place progressive, et qui devrait s'achever au mois de juin prochain, se réalise dans de bonnes conditions, notamment sur la façon dont le chef d'établissement est associé au choix de l'accompagnant. L'accueil de ces jeunes demande aussi de mettre l'accent sur la formation des enseignants et des personnels. Je suis absolument convaincu que les enseignants comme les personnels ont la générosité pour accueillir ces enfants différents, mais que parfois ils se sentent démunis, parfois ils se sentent mal outillés pour les aider pleinement à progresser scolairement et humainement. Ces engagements au profit d'une plus grande mixité sociale et scolaire, au profit de l'accueil de tous, s'inscrivent dans la durée. Le plan pour les réussites sera reconduit pour la rentrée 2020 et je souhaite qu'il le soit pour les années suivantes. Nous espérons pouvoir le renforcer en étant associés dès que possible à la politique d'éducation prioritaire du ministère de l'Éducation nationale, dans la mesure où plusieurs établissements d'enseignement catholique relèvent de ce plan et souhaitent y contribuer pleinement. L'accueil des plus fragiles concerne aussi les mineurs non accompagnés. Je partage avec Pascal Balman la conviction que c'est une urgence humaine dont l'enseignement catholique ne peut se laver les mains. Mais là encore, il ne s'agit pas d'improviser cet accueil, si l'on veut qu'il soit de qualité. Ainsi, en 2018, une première journée d'information sur l'accueil des mineurs non accompagnés a été organisée conjointement par le secrétariat général de l'enseignement catholique et les apprentis d'Auteuil, pour encourager la scolarisation de ces jeunes en permettant aux établissements de s'appuyer sur l'expertise des apprentis d'Auteuil. En 2019, nous avons lancé et enrichi une plateforme de ressources en ligne disponible sur notre site pour valoriser et susciter les initiatives locales et pour outiller les établissements en veillant à les éclairer sur les enjeux éducatifs et ecclésiaux de cet accueil de l'étranger dans les communautés éducatives. Je suis convaincu que cet accueil aussi fait grandir toute la communauté éducative de nos établissements. Deuxièmement, nous voulons une école engagée dans la confiance avec les familles et les jeunes. Dès les premiers articles du statut d'enseignement catholique, il est rappelé que la responsabilité éducative revient en premier lieu aux parents et qu'à leur côté, l'école se présente comme une institution sociale qui répond aux besoins de formation et d'éducation de la personne. Nous ne pouvons vivre pleinement notre projet éducatif qu'en établissant une véritable relation de confiance avec les enfants, les jeunes et leurs parents, en favorisant un climat propice à l'instruction et à l'éducation. C'est dans cet esprit que l'Appel œuvre et qu'elle a publié avec nous il y a maintenant 4 ans un document, la Charte éducative de confiance, charte que les parents et leurs enfants sont invités à signer lors de l'inscription avec le chef d'établissement. Par cette démarche, les familles et les jeunes manifestent leur adhésion au projet éducatif de l'établissement. C'est bien dans la confiance aussi qu'ensemble, nous devons poursuivre inlassablement notre combat pour la protection des publics fragiles, afin de lutter contre toute forme de maltraitance envers toute personne de la communauté éducative, particulièrement des enfants et des jeunes. Aussi, en lien avec la Conférence des évêques de France et un certain nombre de partenaires, nous poursuivons notre action pour la mise en œuvre effective dans tous les établissements
des recommandations qui ont été formulées en 2018 et encore enrichies cette année dans le cadre du programme de protection des publics fragiles. Alors qu'il est dans 80% des directions de diocèses, demain dans 100%, un référent a été nommé dans le cadre de ce programme. Des rencontres régulières avec les acteurs de terrain sont proposées. Des formations sont mises en place, notamment pour les chefs d'établissement, dans notre institut de formation, l'École des cadres missionnés. Dans le cadre de ce programme, une attention particulière est portée sur la question du harcèlement. Par exemple, nous veillons à mettre en œuvre des dispositifs d'écoute, à sensibiliser les familles et les équipes éducatives, à favoriser le dialogue entre les élèves et la médiation entre les différents protagonistes. C'est aussi dans un climat de confiance que les questions relatives à l'orientation peuvent être abordées sereinement, de façon positive. Orientation qui ne peut pas se limiter simplement au choix de filière, mais qui doit permettre à chaque jeune de découvrir sa vocation au sens large du terme et de tracer son propre chemin d'excellence. Dans l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, le pape nous dit de créer chez l'enfant, par beaucoup d'amour, des processus de maturation de sa liberté, de formation, de croissance intégrale, de culture d'une authentique autonomie. On se situe bien là dans ce qu'on peut appeler l'orientation. Cette orientation qui doit se faire bien en lien aussi avec la famille. Dans nos engagements, nous parlons d'une école de l'explicitation. Il s'agit bien de cela, car notre système n'est pas toujours bien compréhensible pour toutes les familles. De ce point de vue, du point de vue de l'orientation, la réforme du bac général est un enjeu majeur. Sa mise en œuvre pour cette année s'est déroulée dans l'ensemble dans de bonnes conditions, grâce au travail des enseignants, des personnels et des chefs d'établissement. Et je veux aujourd'hui saluer particulièrement ce travail, leur investissement, leur engagement, leur détermination pour que la rentrée se passe bien et que nos élèves puissent faire des choix éclairés. La plupart des jeunes ont pu choisir dans nos établissements parmi au moins 7 spécialités. Dans les petits lycées, pour élargir le choix des élèves, des établissements différents se sont partagés des spécialités. D'autres ont pu développer un enseignement à distance. Suite à une enquête que nous avons réalisée, qui porte sur un peu plus de la moitié de nos lycées, nous attendons les autres résultats. Lycées de toute taille, entre 20 et 400 élèves en première, et dans toutes les académies. Nous constatons, premièrement, nos lycées ont proposé 149 combinaisons de spécialités. Vous avez bien entendu, 149, de spécialités différentes. Certains établissements ayant même proposé à leurs élèves plus de 40 combinaisons possibles. On peut dire, je crois, que nos élèves ont vraiment pu faire leur choix. Quelques exemples de combinaisons un peu originales. Art, langue, littérature et culture étrangère, mathématiques. Art, physique, chimie, sciences économiques et sociales. Numérique et sciences informatiques, physique, chimie, sciences économiques et sociales. Humanité, littérature et philosophie, langue, littérature et culture étrangère, sciences de l'ingénieur. Deuxièmement, la combinaison mathématiques, physique, chimie demeure majoritaire. 32% des élèves ont choisi cette combinaison. Mais on note cependant une nette rupture avec l'organisation précédente en filière. En 2018, 58% de nos élèves de première étaient scolarisés en première S. 58% hier, 32%, l'équivalent de 32% aujourd'hui. Enfin, au niveau des choix des matières, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les chiffres, mais vous citez principalement les matières les plus demandées. Les mathématiques restent les premières. Ceux qui n'aiment pas les maths, tant pis pour eux, puisque 75% des élèves ont choisi la spécialité mathématique. Les sciences d'une façon générale, puisqu'en deuxième position, nous trouvons la physique-chimie avec 51%, et à égalité, les SVT et les sciences économiques et sociales pour 41%. Après, de très près, l'histoire-géographie, les langues, les humanités, NSI 9%, 3% pour l'art, et malheureusement, peut-être, 1% pour la littérature et langue et culture de l'Antiquité. Voilà.
tout en poursuivant la mise en œuvre de la réforme du lycée, nous mettons aussi l'accent, bien sûr, sur les formations professionnelles du CAP au Bac+3 et sur le développement de l'apprentissage. Pour valoriser cette voie qui constitue pour nous une filière d'excellence, nous avons créé à cette rentrée l'agence Excellence Pro, qui a pour mission principale de développer les formations professionnalisantes dans les établissements d'enseignement catholique. Et pour faire connaître ces formations et les promouvoir, nous organisons aussi le premier salon Excellence Pro qui se déroulera les 12 et 13 mars prochains à la Villette à Paris. Notez bien, 12 et 13 mars prochains à la Villette à Paris, le premier salon Excellence Pro. Il est vital de valoriser ces formations parce que nous le savons, ce sont des formations qui permettent à des jeunes de reprendre confiance en eux. Ce sont des formations qui permettent à des jeunes de réussir. Alors, malheureusement, trop souvent, elles sont décriées, dévalorisées, mal connues. Là aussi, nous avons un énorme travail à mettre en œuvre en termes d'orientation et d'information. Troisièmement, nous voulons une école engagée auprès des chefs d'établissement, des enseignants et des personnels. Je ne veux pas non plus oublier les bénévoles dans nos établissements. Je crois vraiment que les jeunes sont heureux si les adultes qui les accompagnent le sont. Nous devons veiller à prendre soin de 220 000 professionnels qui, chaque jour, accueillent nos 2 millions d'élèves. Chefs d'établissement, enseignants, salariés des établissements, bénévoles, concourent à la qualité de nos établissements et portent projets éducatifs de l'enseignement catholique. Nous demeurerons donc très attentifs aux acteurs de nos établissements, ce qui se traduit par plusieurs chantiers qui vont être poursuivis ou mis en œuvre au cours des prochains mois. Concernant les chefs d'établissement, sur lesquels repose l'enseignement catholique, nous allons poursuivre 2 chantiers engagés depuis 2 ans. Premièrement, la mise en œuvre du statut unique du chef d'établissement adopté par le Comité national de l'enseignement catholique en 2017, ce statut qui vise à former un seul corps de chefs d'établissement premier et second degré confondus, ainsi qu'à améliorer significativement la rémunération des chefs d'établissement du premier degré, quelle que soit la taille de l'établissement qu'ils dirigent. Deuxièmement, nous allons continuer à faire évoluer la formation des chefs d'établissement afin, ici aussi, d'unifier cette formation entre premier et second degré en organisant des temps de formation communs et croisant une organisation locale et une organisation nationale de cette formation. En ce qui concerne les enseignants qui travaillent dans les établissements catholiques d'enseignement, ils sont, vous le savez, des agents publics, salariés de l'État. Je souhaite ardemment qu'ils se sachent aussi et qu'ils se sentent en même temps membres de l'enseignement catholique. C'est la raison pour laquelle nous promouvons ce que nous appelons la communauté professionnelle unique, qui vise à rassembler dans une seule communauté tous les professionnels d'un même établissement. Nous suivons avec attention et nous soutenons toute mesure gouvernementale visant à améliorer la rémunération des enseignants, dont je rappelle qu'elle est en France inférieure à celle de beaucoup de pays européens, pratiquée dans beaucoup de pays d'Europe. La revalorisation salariale annoncée par le ministre est donc la bienvenue, comme est bienvenue également l'annonce de l'ouverture de discussions visant à redéfinir la structure même de la rémunération des enseignants dans le cadre de la réforme des retraites. Nous restons également très vigilants pour que la situation de nos suppléants s'améliore. Un premier pas a été franchi il y a 2 ans avec un effort du ministère de l'Éducation nationale en termes de rémunération. Mais il faudra aller plus loin et à terme effacer la différence de rémunération entre les suppléants de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé. C'est une question de justice.
Même si la gestion directe des salariés de nos établissements relève de la compétence du collège employeur et donc de la FNOGEC et des organisations professionnelles des chefs d'établissement, je reste attentif à ce que les principes de la doctrine sociale de l'Église soient réellement au cœur des décisions sociales prises tant au niveau national que dans chaque établissement. Enfin, un dernier chantier, mais pas le moindre, pour les mois à venir, la mise en œuvre d'un texte d'orientation ambitieux sur la formation dans l'enseignement catholique. Ce texte vise à renforcer l'accès et la qualité de la formation de l'ensemble des adultes intervenant dans nos établissements, enseignants et salariés bien sûr, mais aussi tous les bénévoles. Dans ce cadre, un processus d'évaluation de nos organisations de formation sera mis en œuvre. Des stratégies de mutualisation permettront d'offrir une meilleure palette de formation sur l'ensemble du territoire, à l'image de ce que nous avons lancé cette année pour assurer à tous les lauréats de concours, dans toutes les disciplines, une formation initiale en didactique. Nous réformerons l'organisation de la formation initiale de nos enseignants en fonction des orientations qui seront finalement arrêtées par le ministère de l'Éducation nationale. Nous lancerons une réflexion sur les questions de financement de la formation afin d'assurer un égal accès à la formation, quelle que soit la taille des établissements. Quatrième point, nous voulons une école engagée au service des territoires. En cette rentrée, dans les établissements relevant du ministère de l'Éducation nationale, nous constatons une stabilité globale des effectifs, moins 101 élèves. La hausse régulière des effectifs dans le second degré, cette année environ plus 9500 élèves, ne compense pas en la dépassant la baisse des effectifs dans le premier degré, puisque nous enregistrons environ moins 9600 élèves. Cette baisse, dans le premier degré, était toutefois attendue. La démographie française, vous le savez aussi bien que nous, conduit inévitablement à une diminution du nombre d'enfants scolarisés. Cette baisse en premier degré avait déjà débuté l'an dernier et nous savons qu'elle va se poursuivre au moins pendant 8 ans. Il nous faudra attendre la publication des chiffres de l'enseignement public pour savoir si cette baisse en premier degré est uniquement due à la démographie ou si d'autres causes doivent être prises en compte. Je veux rappeler cependant que depuis 2009, l'enseignement catholique a enregistré une hausse de ses effectifs de plus de 93 000 élèves. Parallèlement, l'enseignement agricole enregistre une baisse des effectifs d'environ 579 élèves, soit moins de 1,3%. Notons que cette diminution est 2 fois moins importante que l'an dernier et qu'elle concerne essentiellement, là aussi il faudra affiner l'analyse, les formations liées au service à la personne, alors que les filières de production enregistrent une augmentation de leur nombre d'élèves. Cette évolution nationale est, comme d'habitude dans l'enseignement catholique, l'addition d'évolutions contrastées. Certaines académies voient leurs effectifs progresser. Bordeaux, Créteil, Lyon, Nice, Paris, Rouen, Strasbourg, Versailles et La Réunion, tandis que Lille, Caen, Rennes, Clermont-Ferrand, la Guadeloupe et la Martinique enregistrent les pertes les plus importantes. En premier degré, seules les académies de Corse, Versailles et Guyane enregistrent une hausse d'effectifs. 3 académies, Lille, Nantes et Rennes, perdent chacune près de 1500 élèves en premier degré, ce qui représente seulement 1 à 1,3% de leurs effectifs du premier degré. Mais en pourcentage, les plus fortes baisses sont constatées en Guadeloupe, à la Martinique, à Reims et à Orléans-Tours. En second degré, comme les années précédentes, la hausse dans le second degré est quasi générale. Mais les académies d'Amiens, Caen, Corse, Limoges, Nancy, Metz, Guadeloupe et Guyane perdent des élèves en second degré. Il faudra attendre l'enquête lourde du mois de novembre pour analyser plus précisément les flux du second degré. Mais il est à peu près certain qu'à l'image des années précédentes, les collèges enregistreront la plus grande partie de la hausse, que nous estimons aujourd'hui à plus 6 000 élèves,
et les formations en lycée professionnel devraient, elles, perdre environ 1500 élèves. Cette baisse en lycée professionnel pourrait cependant être en partie compensée par l'augmentation du nombre d'apprentis qui aujourd'hui n'est pas prise en compte. Enfin, on notera un retour à la hausse des effectifs dans l'enseignement supérieur de l'ordre de 1800 étudiants, ce qui constitue pour nous une excellente nouvelle. Alors, face à cette situation, même si les effectifs de l'enseignement catholique demeurent stables, nous savons que le monde change, que les territoires bougent, que la population se déplace, que les équilibres démographiques se transforment. Et donc, nous devons anticiper ces évolutions et nous y adapter au mieux. Les enjeux, nous le savons, sont complexes, puisqu'il s'agit pour nous à la fois de garder un maillage territorial dense, y compris dans les endroits en perte de vitesse démographique, et en même temps de répondre aux familles dans leurs nouvelles implantations. C'est pourquoi le Comité national de l'enseignement catholique a demandé à chaque territoire, sous l'impulsion des directeurs et directrices diocésains, de s'engager dans une démarche prospective, forte, volontaire, qui se projette dans l'avenir en tenant compte des critères économiques et budgétaires, bien sûr, mais aussi en respectant les besoins des territoires les plus fragiles et en favorisant la mixité sociale et scolaire. Pour mettre en œuvre ces évolutions nécessaires, à l'image du dialogue constructif et sincère que nous entretenons avec Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, avec son cabinet et ses services, nous souhaitons qu'il en soit de même en territoire, avec les rectorats, les régions, les départements et les communes. Vous le savez, suite à la loi pour une école de la confiance du 28 juillet 2019, un dialogue va s'engager avec les maires sur la question des forfaits pour les élèves de maternelle. Bien entendu, dans le cadre de la loi Debré. Comme nous l'avons toujours affirmé depuis le départ, nous veillerons à ce que les modalités de mise en œuvre se fassent à un rythme adapté à la situation de chaque commune, avec comme objectif, dans le respect de la loi, d'atteindre à terme la parité avec le coût d'un élève du public. Nous attendons, dans les jours à venir, la publication du décret définissant les conditions de compensation par l'État pour certaines communes. Enfin, nous voulons une école engagée au service de l'écologie intégrale. Les communautés éducatives de nos établissements doivent entendre l'appel du pape dans son encyclique Laudato Si, qui nous invite à une conversion des esprits et des cœurs afin que le développement d'une écologie intégrale devienne toujours plus une priorité au niveau international, national et individuel. Un grand nombre d'établissements est déjà engagé dans une telle démarche. On peut observer que les jeunes poussent souvent les adultes à aller plus vite et plus loin. Ils ont un souci réel de prendre soin de la maison commune. Et d'ailleurs, le prochain congrès de l'Appel sera consacré à cette question. Il nous appartient, dans l'enseignement catholique, de faire découvrir à ces jeunes que l'écologie n'a de sens que si elle est au service d'une plus grande justice, favorisant ainsi la paix et la fraternité, et qu'elle doit contribuer au développement intégral de la personne. De nombreuses initiatives sont engagées au niveau des diocèses, comme celui de Lyon ou de Saint-Flour, au niveau des établissements relevant de l'éducation nationale, comme ceux du ministère de l'Agriculture. Pour ces derniers, ces questions sont au cœur même de leur projet. Ainsi, par exemple, depuis 2 ans, les communautés éducatives des établissements catholiques du Cantal s'investissent dans un projet autour de l'écologie et de la solidarité. Les éco-délégués de chaque établissement de Cantal se sont retrouvés la semaine dernière pour partager leurs initiatives et prendre des nouveaux engagements. Mesdames et messieurs, oui, la responsabilité en partage doit réellement être vécue dans nos établissements pour répondre pleinement à notre volonté d'accueillir,
de prendre soin des personnes et de notre maison commune, d'accompagner, de répondre aux attentes des familles et des jeunes. Ce chemin est difficile. Nous ne sommes pas parfaits. Aussi, nous devons veiller à réduire chaque jour davantage l'écart entre le dire et le faire et à mettre la parole en acte. Je vous remercie.